Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à Martin Dumont et à l'IRER de me faire l'honneur tout à fait immérité d'ouvrir la séance, tout à fait immérité parce que je ne connais rien au jansénisme. Alors, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses en lisant Éric Suir, mais comme vous le savez, je suis plutôt spécialiste du XVIe et du 1er XVIIe siècle. Or, pour moi, en effet, en histoire religieuse, le jansénisme marque une rupture vraiment extrêmement importante et il y a bien deux catholicismes modernes, celui d'avant et d'après l'Augustinus. Alors, l'Augustinus, c'est justement le moment que Nicolas Le Tourneux a choisi pour naître. Et donc, on a dans ce livre une remarquable évocation et bien d'une figure, tu me permettras de le dire, secondaire du jansénisme. Mais justement, on n'avait pas besoin d'un nouveau livre sur Antoine Arnauld. Il était très utile de comprendre comment le jansénisme a pu se développer, se structurer comme un groupe relativement nombreux dans les élites françaises. Et moi, c'est ce que j'ai retenu de ton livre. Alors, je dois avouer que je suis très content qu'Éric Suir puisse venir le présenter à la Sorbonne, parce que d'abord, ça me donne l'occasion de le revoir. Nous avons mangé des sushis ensemble en étant invités tous les deux à l'université Todai de Tokyo. On a arpenté les rues de Tokyo et on s'y est perdu d'ailleurs, mais avec grand plaisir. Et puis, outre le plaisir personnel de revoir Éric, il y a la satisfaction intellectuelle d'accueillir un historien qui s'est fait remarquer par ses travaux nombreux, érudits, sur le milieu dévot. Et évidemment, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Et cette biographie de Le Tourneux se situe dans cette ligne d'étude du monde dévot du second XVIIe siècle, car il ne faut pas oublier que les jansénistes sont au départ des dévots, et qu'il y a une matrice commune qui va ensuite opposer dans des luttes fratricides ces dévots, mais qui est une matrice première qui est… et donc, il est important d'avoir une vision un peu globale de tous ces courants et de ne pas se centrer, comme parfois certains historiens du jansénisme, sur uniquement Port-Royal et le mouvement janséniste, et de balayer d'un revers de main tout le reste du catholicisme français du XVIIe siècle, alors qu'il a porté ce mouvement. Alors, Éric Suir, en plus, nous vient d'une université qui nous est très chère, à Sorbonne Université, qui est l'université Bordeaux-Montaigne, et avec laquelle nous avons, de façon historique, des liens extrêmement étroits depuis des décennies, et donc c'est une raison aussi supplémentaire de se réjouir de sa venue en Sorbonne. Mais comme je vous l'ai dit, je suis ici, je ne sais pas si vous savez, Galilée dans son dialogue sur les différents systèmes du monde, mais un personnage qui s'appelle Simplicio, Simplet. Eh bien, c'est mon rôle ici, et donc je vais me taire et écouter
Et donc, je donne la parole à Éric Suire pour présenter son livre. Merci, cher Alain. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir parmi vous. Et le plaisir est d'autant plus grand que j'ai bien cru ne pas pouvoir parvenir jusqu'à Paris. Mais bon, les grèves de la SNCF ayant été surmontées, je suis très, très heureux de me retrouver ici dans cette salle des actes de la Sorbonne. Alors, je vais vous présenter donc mon ouvrage sur Nicolas Le Tourneux, et je ne vais évidemment pas répéter le contenu du livre. Bon, je voudrais aujourd'hui revenir plutôt sur la genèse de ce livre, vous expliquer pourquoi je me suis intéressé à ce personnage, qui est effectivement un personnage secondaire de Port-Royal. Et puis, je vous ferai part donc des trouvailles que j'ai pu faire sur Le Tourneux, et aussi des lacunes, parce que l'enquête est loin d'être entièrement aboutie. Alors, je suis très, très sensible, très heureux d'être ici. Je remercie Martin Dumont et Littéraire de m'avoir convié à cette présentation. Donc, voici le personnage dont il va être question ce soir, le fameux Nicolas Le Tourneux, un portrait en médaillon qui a probablement été réalisé au moment de sa mort, en 1686. Un portrait certainement flatteur. Le personnage était d'une laideur proverbiale. Lui-même le dit lorsqu'il rencontre son disciple Jean Louaille, qui vient faire sa connaissance au château de la Chevalerie en décembre 1685, et il lui dit « Je n'ai pas la mine d'un honnête homme ». Et il avait, j'y reviendrai, un charisme exceptionnel qui lui permettait de compenser ses disgrâces physiques. Donc, vous voyez le portrait, on voit un homme, alors, il était de petite taille, on voit des traits assez proéminents, mais en tout cas, il a été, le peintre Compardel l'a plutôt ménagé. Donc, ce portrait correspond à la volonté de lancer, alors si ce n'est la réputation de sainteté du personnage, ce serait très excessif de dire cela, mais il y a eu la volonté, après sa mort, de le faire connaître. Donc, on a fait circuler des images de lui, que l'on retrouve parfois insérées dans ses œuvres. Et de même, à cette période des années 1686-1688, on a entrepris de rédiger des vies de Nicolas Le Tourneux. Alors, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ce personnage? Eh bien, avant tout parce que je ne savais absolument rien de lui. Il m'était complètement inconnu. Et en revanche, j'avais lu et j'avais remarqué l'un de ses livres qui avait obtenu un certain succès, un ouvrage qu'il fait paraître en 1678, L'histoire de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques années, j'avais lancé une petite enquête sur les vies de Jésus qui ont été écrites et publiées à l'époque moderne. J'en ai trouvé d'ailleurs un certain nombre. Et parmi celles-ci, celle de Le Tourneux a eu un succès notable. Cette vie de 1678 a fait l'objet de nombreuses rééditions. Elle a été également éditée dans des éditions abrégées. Elle a reçu des éloges de personnalités de Port-Royal, Antoine Larnaud, Sébastien Le Nain de Tillemont. Et donc, lorsque j'avais remarqué cet ouvrage et que je l'avais étudié, je m'étais étonné du très faible nombre d'informations disponibles sur Le Tourneux, qui est souvent évoqué. Il a droit à quelques entrées dans les ouvrages sur Port-Royal. Quand on regarde les index des livres, il y a toujours Le Tourneux. Alors, il est présent sur une ou deux pages. Et ce sont toujours les mêmes informations qui reviennent à son sujet.
il est habituellement cité, alors moins pour cette histoire de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ que pour l'ouvrage qu'il a vraiment rendu célèbre, qui est l'année chrétienne, qu'il a commencé en 1683 et qu'il n'a pu achever, puisqu'on en était au septième tome au moment de sa mort. Alors, les notices sur Nicolas Le Tourneux disent très peu de choses de lui et répètent en fait les mêmes informations. Il y a deux principales notices imprimées dans des ouvrages scientifiques sur Le Tourneux. Donc, il y a la notice de Marie-Josée Michel dans le dictionnaire de spiritualité, et puis également la notice de Jean Le Saunier dans le dictionnaire de Port-Royal. Et en fait, l'une et l'autre reprennent des informations qui ont été essentiellement données par Sainte-Beuve dans son Histoire de Port-Royal, donc publiée au milieu du XIXe siècle. Alors, lorsque j'ai constaté cela, j'en ai déduit qu'on n'avait pas de source sur Nicolas Le Tourneux. On n'avait pas de source, et par conséquent, j'ai essayé de travailler sur la matière qui était à la disposition des historiens, c'est-à-dire ses livres, puisque Le Tourneux a beaucoup publié, et ses livres étaient susceptibles de recéler des informations sur lui. Donc voilà, j'ai commencé par regarder ses ouvrages, un petit peu à la manière d'un historien du livre, et en étant attentif non seulement au texte, mais à tout ce qu'on appelle le paratexte, hein, les éléments les mentions légales, enfin tout ce qui permet d'obtenir des informations sur un livre. Donc j'ai consulté les approbations, les privilèges, les achevés d'imprimer. On trouve aussi parfois des extraits de contrats qui ont été passés entre les libraires. C'est très intéressant parce qu'on voit comme ça, à travers les différentes rééditions, on voit le cheminement d'un livre. Et cette première approche m'a fourni la base du livre. Alors, le problème des livres de Le Tourneux, c'est que, comme vous pouvez le constater avec cet ouvrage de 1681, de la meilleure manière d'entendre la Sainte Messe, son nom ne figure jamais. Il ne met jamais son nom sur ses livres, et son nom n'apparaît en fait qu'après sa mort. Après sa mort, il devient une sorte d'autorité. Il a une notoriété que ses éditeurs s'efforcent d'utiliser. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on rencontre le nom de Tourneux. Mais ce n'est pas le cas de son vivant. Et donc, c'est souvent un lecteur qui a rajouté ou un bibliothécaire qui a rajouté au crayon son nom sur la page de titre. Donc, c'est quelqu'un qui a cherché à se dissimuler, ce qui fait que sa bibliographie n'était pas totalement cernée quand j'ai commencé à travailler sur le personnage. C'est-à-dire qu'on lui prête des livres qui ne sont pas de lui. J'en ai acquis la conviction, notamment La conduite chrétienne de 1676, qui est très certainement de Michel Simon-Trevet. Donc, on lui prête des livres qui ne sont pas de lui, et il a fallu donc se débrouiller avec ce corpus d'ouvrages, essayer de faire la part de ce qu'on pouvait lui attribuer raisonnablement de ce qui n'était pas de lui. Et donc, l'un des apports peut-être de mon livre, c'est de donner en annexe donc la liste, qui n'est peut-être pas complète, il y a peut-être des trouvailles à faire encore, enfin la liste des livres qui sont assurément de lui, qui ont été publiés soit de son vivant, soit de façon posthume. Alors, en dehors de ces livres, on dispose également de quelques sources qui étaient connues, qui étaient identifiées, qui n'avaient pas été nécessairement exploitées pour autant. Des sources qui permettent de reconstituer donc le parcours du confesseur de Port-Royal. Alors, parmi ces sources, il y a en particulier des fragments de correspondance. On a des lettres de Le Tourneux. Alors, on n'en a pas tant que ça, on en a quelques dizaines. Ce n'est pas la correspondance de Saint-Vincent de Paul, malheureusement. Mais on a des lettres, on a une correspondance active. Alors, on dispose surtout de copies de lettres. Les lettres de Le Tourneux, qui étaient souvent des lettres de direction spirituelle,
ont été recopiés, conservés. On les trouve dans les différents fonds possédant des documents sur Port-Royal. Donc, il y a bien sûr la bibliothèque de Port-Royal, il y a les grandes bibliothèques parisiennes, on en trouve à l'Arsenal, on en trouve à la Bibliothèque nationale de France, il y a le fonds Port-Royal d'Utrecht également. Mais on a très peu de lettres orthographes. Les seules lettres orthographes que j'ai pu retrouver, ce sont celles-ci. Ce sont ces lettres qu'il adresse au début de l'année 1683, alors qu'il vient de s'installer dans son prieuré de Villers-sur-Fer, des lettres qu'il adresse à Geneviève Gallier. Pourquoi est-ce que les autres lettres orthographes ont disparu? Sont-elles quelque part? Voilà, je n'ai pas trouvé d'autres éléments sur la question. Alors, on peut aussi cerner le Tourneux à partir des correspondances qui parlent de lui. Et là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il avait une très bonne réputation au sein de Port-Royal. Il avait été confesseur donc, de l'abbaye de Port-Royal entre octobre 1680 et octobre 1682. Donc, il y a beaucoup de lettres qui parlent de lui, des lettres d'Antoine Arnaud, des lettres de Monial. On a par exemple cette lettre de la mère Agnès de Sainte-Thècle, une lettre du 11 décembre 1686, donc à peu près 15 jours après son décès, qui évoque ce décès brutal et qui évoque la perte que ce décès représente pour l'Église et pour l'abbaye. Voilà là. Alors, c'est une copie encore, ce n'était pas l'autographe, c'est la copie que j'ai pu consulter, qui se trouve dans le fond de la bibliothèque de Port-Royal. Donc, autre source qui était connue, mais qui n'avait pas été exploitée, il y a aussi cet éloge tout à fait intéressant. Cet éloge qui se trouve dans un registre du Collège des Grassins, collège dont le Tourneux a été l'aumônier à partir de 1671. C'est un texte très bref, un texte latin, qui suit un autre éloge du même ordre, dédié à son prédécesseur, Jacques Aymar, décédé en 1673. Donc voilà le document. Vous voyez, c'est relativement bref, mais c'est intéressant parce qu'on a quelques informations sur la façon dont il s'acquittait de ses fonctions en tant que chapelain des Grassins. Et la dernière phrase est intéressante parce que la dernière phrase montre qu'il était apparemment attaché aux anciens rites gallicans. Dans cette chapelle des Grassins, il aurait fait retirer le tabernacle qui se trouvait sur l'autel parce que très probablement cet usage tridentin ne lui convenait pas. Alors, la bibliothèque de Port-Royal possède d'autres sources qui permettent de cerner l'itinéraire de Nicolas Le Tourneux. Il y a par exemple une vie de Madame Asselin, qui est elle-même un personnage assez mystérieux. C'est une veuve de Rouen, dont Le Tourneux a été le directeur, qui a été mêlé au trafic de livres clandestins, qui a été démantelé en 1682. Et cette vie de Madame Asselin contient des extraits de correspondance. L'historien anonyme qui a retracé l'existence de cette femme a reproduit des extraits de correspondance qui apparemment n'ont pas été conservés. Il faut déplorer malheureusement la perte de nombreuses lettres. Donc voici la première page de ce manuscrit. Alors il y a une autre copie de ce manuscrit qui se trouve dans le fond d'Utrecht avec quelques variantes. Donc, c'est intéressant. En comparant les deux, on arrive à peu près à reconstituer les faits. Donc, ça, c'était un deuxième temps de la recherche. Et puis, dans un troisième temps, en poursuivant l'enquête, eh bien, j'ai pu constater qu'il y avait des sources rouennaises relatives à Nicolas Le Tourneux. Il y en avait même un certain nombre qui n'avaient pas été exploitées, alors qu'elles éclairent la partie la plus méconnue de sa vie, celle des années de jeunesse, celle au cours desquelles il accède au sacerdoce à Rouen en 1663, et année de son vicariat dans la cure de Saint-Étienne des Tonneliers, donc entre 1663 et 1669.
Alors, j'ai découvert le merveilleux fonds G des archives départementales de la Seine-Maritime, qui est d'une richesse absolument exceptionnelle, qui a été par ailleurs remarquablement inventorié par Charles Robillard de Beaurepaire en 7 volumes. Alors, on a par exemple un registre des ordinations du diocèse de Rouen qui contient la liste des diacres promus à la réception des ordres majeurs le 19 mai 1663. Et le nom de Nicolas Le Tourneux apparaît en 34e position dans ce registre. Le greffier mentionne également dans la notice un indulte, un defectu aetatis, dont il a bénéficié, n'ayant pas l'âge de 25 ans requis. Vous voyez ce registre, et ce n'est pas très, très visible, je vais m'en excuser sur la photo, mais on a cette longue énumération de ces prêtres à l'époque d'ordination nombreuses. Donc, on a cette longue liste de prêtres ordonnés à Rouen, et on a le nom de Nicolas Le Tourneux. Et c'est intéressant parce que ça permet de rectifier une petite erreur chronologique dans toutes les biographies de Nicolas Le Tourneux, dans celles qu'on trouve par exemple dans les dictionnaires de Mauréry. On nous dit qu'il a été ordonné à 22 ans. Eh bien non, il a été ordonné à 23 ans, donc en 1663. On trouve également un document qui est une présentation de Le Tourneux à la cure de Saint-Pierre-du-Teillement par un patron laïque, Robert Leroux. Robert Leroux était seigneur de Tilly. Il fait cette présentation le 20 juin 1667. Les seigneurs de Tilly étaient également les protecteurs de la paroisse de Saint-Étienne des Tonneliers. Et donc, c'est certainement à ce titre qu'il a entrepris donc, de défendre la candidature de Nicolas Le Tourneux. Et cette requête intervient à un moment où les relations se sont détériorées entre le jeune prêtre, qui était alors vicaire de la paroisse, et son curé, Pierre du Perrois. Donc voilà la lettre de recommandation, en quelque sorte, de Nicolas Le Tourneux. Alors, dans le cas de ces patronages faits par des laïcs, les patrons laïcs proposaient différents candidats. Nicolas Le Tourneux n'a pas été retenu, et je pense que la raison de cet échec, c'est qu'il y a eu d'autres candidats qui ont été proposés en même temps. C'est parfois un peu difficile de s'y retrouver dans le système de domination ecclésiastique au XVIIe siècle, mais bon, je pense que c'est l'explication. Et puis, dernière phase de la recherche, découverte tardive et pourtant décisive, donc en parcourant le fonds Port-Royal de la bibliothèque d'Utrecht, un très beau catalogue en ligne qui permet de s'y repérer, eh bien, j'ai eu la surprise de constater donc la présence de 2 vies incomplètes de Le Tourneux qui ont été écrites donc au lendemain de sa mort, certainement à un moment où on souhaite étendre la renommée de ce personnage. Alors malheureusement, ces 2 vies sont tronquées, sont incomplètes, elles nous fournissent un certain nombre d'éléments, mais on n'a pas tout ce que l'on souhaiterait. Alors l'une est écrite par Jean Louaille. Jean Louaille, c'est un jeune homme venu du collège de Mayenne qui avait rejoint Le Tourneux dans sa solitude de Villers-sur-Fer. Ce n'était pas vraiment une solitude puisque il partageait sa vie avec un autre prêtre, Guillaume Marigné, avec donc 2 jeunes clercs qu'il avait rejoints. Donc Jean Louaille a rencontré Le Tourneux à la fin de sa vie. Il est présent à Villers-sur-Fer, certainement à partir du mois de mai ou du mois de juin 1686, donc il n'a connu que pendant 6 mois. Mais cette vie est précieuse parce qu'on a beaucoup d'éléments sur la dernière année de sa vie et surtout sur la façon dont s'est déroulée sa vie à Villers-sur-Fer. Et donc, on peut comparer la réalité de cette vie avec la description qui en est donnée par les historiens de Port-Royal.
Et puis, il y a une autre vie que j'ai pu retrouver également, une autre vie manuscrite qui, elle, est totalement anonyme. Alors, il y a néanmoins quelques éléments qui permettent d'identifier son auteur, dans la mesure où cette vie donne principalement des éléments sur les premières années de la vie de Le Tourneux à Rouen, c'est-à-dire ces années d'enfance, et puis ensuite la période où il est vicaire de Saint-Étienne-des-Tonneliers entre 1663 et 1669. Puis, comme on a ensuite des éléments sur la vie au prieuré de Villers-sur-Fer, eh bien, j'en déduis que l'auteur de ce manuscrit est Nicolas Sanson, le père d'Augustin Sanson, filleul de Le Tourneux, qui avait également partagé sa retraite. Hein, c'est l'un des deux jeunes clercs, donc il assistait dans sa retraite en Picardie. Donc voilà pour les sources que j'ai pu retrouver et qui alimentent donc cette biographie. Alors malheureusement, Nicolas Le Tourneux n'a pas livré tous ses secrets. Hein, j'ai buté sur certains obstacles. Beaucoup de pièces importantes ont fait défaut et j'espère que d'autres historiens prendront le relais et pourront retrouver ces documents. Alors, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que je n'ai pas retrouvé d'acte de baptême. Ce qui était normalement la pièce la plus facile à identifier. Voilà, je l'ai peut-être manqué. Les registres de la paroisse de naissance, enfin, que l'on présente comme sa paroisse de naissance à Lilien de Rouen, sont dans un triste état. L'écriture est très, très difficile à lire. Mais quand on regarde en amont et en aval de sa date de naissance, qui est certainement la bonne date de naissance, puisque lui-même la signale dans une de ses lettres à Madame de Fontpertuis, eh bien, il n'y a rien. Voilà. Donc, c'est quand même très déconcertant. Et puis, je n'ai pas retrouvé non plus ces pièces qui sont habituellement utilisées par les historiens et qui sont des mines d'informations dans des perspectives d'enquête biographique. Je n'ai pas retrouvé de testament. Alors, heureusement, le testament peut être partiellement reconstitué par des témoignages contemporains, et notamment par l'avis de Jean Louaille, parce que Jean Louaille est présent à l'ouverture du testament à Villers-sur-Fer. Hein, et donc, grâce à lui, j'ai pu reconstituer les circonstances de l'ouverture de ce testament et les problèmes qu'il a posés, en particulier parce qu'il avait désigné un exécuteur testamentaire qui était décédé au moment de son propre décès, donc son ami Laurent Levaillet de Boutigny, le maître des requêtes, et donc il n'avait pas eu la prudence de modifier ce testament, et donc il a fallu trouver un autre exécuteur testamentaire, et là il y a eu quelques tensions parmi les disciples de Nicolas Le Tourneux. On comprend en lisant Jean Louaille qu'il y a eu deux camps qui se sont opposés, le camp du libraire Élie Jossé et le camp des disciples de Villers-sur-Fer. Alors, et je m'arrêterai là, j'ai peut-être été trop long d'ailleurs, on m'avait demandé 15-20 minutes. Que retenir finalement de ce personnage? Alors, je ne redirai pas tout ce qui est connu de lui. Hein. Ça a été un prédicateur, un controversiste, un directeur de conscience certainement exceptionnel. Donc, qu'est-ce que j'ai pu apprendre de lui, hein, que l'on ne savait peut-être pas? D'abord, je voudrais insister sur son insertion précoce dans le réseau de Port-Royal. Toute sa vie a été marquée par Port-Royal. Son premier protecteur, c'est Jeancien Thomas Dufossé, hein, le maître des comptes de la chambre de Rouen. Il est ensuite l'ami de Pierre Thomas Dufossé. Il rencontre Antoine Arnaud, il rencontre le maître de Sacy. Les libraires qui travaillent avec lui sont des libraires qui ont servi la cause de Port-Royal. Enfin, il y a une fidélité totale. Et en même temps, c'est un janséniste prudent. C'est un janséniste prudent qui a toujours fait en sorte de ne pas se compromettre dans les polémiques. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est sa capacité de travail, ses talents intellectuels. Il avait certainement ce qu'on appelle une mémoire eidétique. Il avait une mémoire fabuleuse qui lui donnait un avantage considérable. Par exemple, dans ses prédications, il n'avait pas besoin de
de faire de longs efforts pour apprendre ses sermons. Tout cela lui venait naturellement. Il était aussi doué d'un charisme exceptionnel. On a plusieurs témoignages de la part de ses disciples, Jean Louis, Augustin Sanson, de la part de Pierre Thomas du Fossé, qui montrent qu'il exerçait un véritable ascendant par sa parole sur son entourage. Mais c'était aussi, et j'ai un petit peu écorné la légende du saint, c'était aussi quelqu'un qui avait un penchant prononcé pour la dissimulation, qui était capable de mentir, notamment à son archevêque, Harlay de Champvallon. Et puis, c'était aussi certainement ce qu'on appellerait aujourd'hui un manipulateur. C'était quelqu'un qui n'avait pas de scrupules à se servir de son ascendant sur les femmes qu'il dirigeait, par exemple Marguerite Sévin, l'épouse de Roland Levaillé de Boutigny, ou Madame de Faunepertuis. Il savait profiter de son charisme pour servir la cause de Port-Royal et pour servir aussi peut-être des intentions plus personnelles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Éric, pour cette présentation extrêmement passionnante de ton livre, qui est lui-même aussi passionnant. Quand j'étais doyen, Dieu merci n'est plus le cas, je m'étais fait traiter de janséniste à plusieurs reprises. Donc voilà, mais je ne m'identifie pas quand même totalement à Nicolas Le Tourbe. Bien. Et maintenant, je vais donner la parole à Simon Icard qui va faire un commentaire de sa lecture du livre. Merci beaucoup à Martin Dumont pour son invitation et merci beaucoup à Éric Suhr pour ce très beau livre que moi j'ai trouvé absolument passionnant. Alors vous avez répondu à la première question que j'allais vous poser, c'est parce que le quatrième de couverture commence à peut-on écrire la biographie d'un homme? La question que je vous posais, c'est pourquoi s'intéresser? Alors, à la fin du livre, on comprend parfaitement, mais vous avez totalement répondu. Je me doutais bien que c'était par la question des livres qu'il avait publiés. Est-ce que vous pouvez… Ah ben voilà, vous avez fait réapparaître… Alors, tout à l'heure, j'ai eu une illumination. En fait, en lisant le livre, je me dis, mais cette gravure me fait penser à quelqu'un. Vous me pardonnez, mais en fait, c'est Bernard Tapie en ecclésiastique avec des cheveux. Je crois que ça y est, j'ai trouvé. Voilà, excusez-moi, je suis libéré d'un poids depuis cette lecture. Alors, moi, parmi les ouvrages historiques, j'ai une admiration toute particulière pour deux genres, l'édition des correspondances et des biographies, parce que ça demande un travail dans les archives qui est complètement dingue, avec des risques en fait, de trous qui bloquent quasiment les éditions. Et votre biographie est vraiment exemplaire sur l'ampleur du travail pour reconstituer non seulement une chronologie, mais surtout une trajectoire qui soit lisible, qui soit compréhensible. Alors, plusieurs choses m'ont frappé. Bon, c'est peut-être un peu, j'enfonce un peu peut-être des portes ouvertes parce que je ne suis pas un historien pur sucre. Voilà, mais moi, j'étais fasciné, par exemple, par la capacité qu'avait l'État ecclésiastique au XVIIe siècle, jointe au réseau qui allait avec, à servir d'ascenseur social. C'est un homme qui part, il est fils de manœuvrier, c'est-à-dire vraiment le bas, voilà. Et alors, donc, l'État ecclésiastique comme ascenseur social et la qualité des collèges jésuites. Il a fait ses études de l'autre côté de la rue. Mais quand on voit d'où il part et sa plume, c'est absolument incroyable. Donc, il y a vraiment… c'est un livre qu'on peut présenter comme ce modèle d'ascension sociale par l'État ecclésiastique et par des études intégrées évidemment dans des réseaux. Ce qui m'a frappé aussi, évidemment plutôt du point de vue de Port-Royal, j'ai déjà beaucoup apprécié que vous choisissiez un auteur qui ne fasse pas partie du premier cercle de Port-Royal, qui ne soit pas non plus comment dire, un simple satellite, voilà, quelqu'un du deuxième cercle. C'est-à-dire que ça permet de mieux comprendre le problème des études sur Port-Royal, c'est que la fratrie Arnaud, qui était elle-même un univers, a tendance en fait à limiter le mouvement à un nombre en fait assez réduit. Et je trouve ça fascinant de voir quelqu'un qui arrive
par Rouen, donc un peu comme Blaise Pascal, dans l'orbe de Port-Royal, mais sans l'être totalement. Je vais y revenir tout à l'heure. La durée de son rôle de confesseur est quand même très, très réduit. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est que la fidélité à Port-Royal, alors certes, à une époque qui est essentiellement celui de la paix de l'Église. C'est-à-dire qu'en gros, il arrive à une maturité intellectuelle au moment où l'affaire s'est calmée et il meurt, ça reprend en 1679, mais finalement, il ne connaît pas vraiment la crise janséniste. Voir que la fidélité à Port-Royal, qui, à mon avis, d'après ce que je lis, n'est pas quelque chose de simplement intéressé, c'est quelque chose, il y croit vraiment, et quelque chose qui pouvait être payant, qui pouvait servir des intérêts. Donc, ça va aussi un peu contre une idée, c'est-à-dire que Port-Royal, mettant en scène sa propre persécution, on a l'impression qu'être être ami de Port-Royal, c'est prendre forcément un risque. En tout cas, à cette époque-là, pour quelqu'un qui, en plus, n'avait pas des appuis en raison de sa naissance, c'est quelque chose qui ne l'a visiblement pas trop desservi. Et puis évidemment, c'est un ouvrage du point de vue des études port-royalistes qui a le grand intérêt de nous faire sortir de la mythologie. Port-Royal écrit sa propre histoire au fur et à mesure où elle arrive, et donc on découvre un peu la réalité du terrain. Alors c'est doublé pour quelqu'un comme moi qui travaille en histoire de la théologie, donc je connais Port-Royal dans les livres, voilà, et donc c'est quelque chose d'extrêmement théorique de voir la réalité concrète de la vie d'un ecclésiastique à cette époque-là. Voilà. Alors je vais en venir, si vous voulez, aux réflexions en fait que votre livre a suscité en moi, et je vous en remercie. Je vais partir d'un simple paradoxe, c'est que Nicolas Le Tourneau est confesseur de Port-Royal pendant 1 an, si j'ai bien compris, et encore confesseur à temps partiel. Autrement dit, je pense que les religieuses ont dû se confesser au maximum 4 fois avec lui, chacune avec lui. Il est certes au contact effectivement des Thomas du Fossé, il connaît Arnaud, je crois qu'il loge un peu à Paris, mais ce n'est pas un solitaire de Port-Royal. Arnaud, le grand Arnaud, visiblement, le snob, dit oui, c'est vaguement un ami, voilà, mais surtout, ce n'est pas un théologien, donc il y a un petit côté assez condescendant. Et pourtant, il meurt, les religieuses demandent son cœur, voilà. Donc, ça veut dire, voilà, on a affaire à un paradoxe, et ça veut dire qu'elle le reconnaissait comme quelqu'un qui faisait partie de la cause. Ce n'est pas seulement quelqu'un qu'on aimait bien, c'est quelqu'un qui est suffisamment fort pour être sur le lieu saint qui est le port du salut. Alors, ça renvoie à des choses importantes sur l'histoire propre de Port-Royal en tant que monastère, en tant que mouvement intellectuel, savoir qu'est-ce que ça voulait dire qu'être ami de Port-Royal à cette époque-là, et ça, je trouve que le livre est extrêmement éclairant là-dessus. Mais ça pose en fait une question beaucoup plus vaste, c'est est-ce qu'on peut discerner un authentique janséniste d'un compagnon de route. Alors, j'emploie volontairement un terme marxiste, c'est mon tropisme marxiste qui ressort. Je pense que la question se pose. Pour employer un autre terme marxiste, Port-Royal et les jansénistes du 18e ont des alliés objectifs. Des gens qui aiment Saint-Augustin, des gens qui sont contre la casuistique probabiliste, des gens qui sont gallicans, qui liturgiquement veulent faire traduire les textes et sont attachés à une liturgie gallicane, et on peut multiplier les choses. Mais est-ce que l'accumulation de tous ces critères fait de vous un janséniste? Question. Et la difficulté, grosso modo, je caricature un grand trait. Enfin, il y a 3 réponses aujourd'hui. Première réponse, c'est 1, le jansénisme n'existe pas, c'est de l'augustinisme. J'ai été formé là-dedans en tant que littéraire, tous mes collègues littéraires le font. 2, vous rajoutez un S à jansénisme, donc le jansénisme, c'est quelque chose de fondamentalement pluriel. On reprend la thèse d'Orcival depuis les années 50. Ou 3, on essaie de prendre une liste de critères, mais qui a le gros problème de finalement ne pas nous donner de points fixes. Alors, je vais rentrer dans les choses maintenant peut-être un peu. Vous aurez le droit de lancer des tomates. Qui est historien dans la salle ici? Que les historiens lèvent la main, les vrais. Bon, y a-t-il des littéraires dans la salle? Non, oui. Bon, et des philosophes? Bon, je suis sauvé. Non, tout ça pour vous dire que je pense que, à titre personnel, j'ai 2 critères que je voudrais tester pour essayer de voir, qui pourraient être des sortes de pierres de touche pour essayer de distinguer le compagnon de route de l'authentique janséniste. Le premier critère, pour moi, c'est la croyance dans l'obscurcissement général de la vérité dans l'Église à l'approche de la fin des temps. C'est un lieu commun du jansénisme du XVIIIe siècle.
c'est encore vrai au XIXe siècle, jusqu'à Augustin Gazier, il suffit de lire la fin de l'histoire générale du mouvement janséniste explicite, mais en réalité, ça remonte à Saint-Cyran et à Jansénus, et c'est en fait une doctrine qui a été théorisée et développée à Port-Royal. Autrement dit, le jansénisme est pour moi structurellement un mouvement de nature apocalyptique, et autrement dit, lorsque quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, j'ai oublié son nom, celui qui fait accepter la Unigenitus au Parlement, Olivier, aide-moi, le grand procureur d'Aguesseau. Bon, d'Aguesseau finit par accepter la chose. Est-ce que, pour moi, typiquement, la question se pose, est-ce que d'Aguesseau voit dans l'Unigenitus un enjeu de nature apocalyptique? Et sinon, alors je ne sais pas si on a les éléments pour répondre, mais ça, c'est, à mon avis, un critère qui pourrait distinguer un d'Aguesseau qui va soutenir l'Unigenitus jusqu'à ce que le roi dise « stop ». Voilà. Et les jansénistes qui vont aller au-delà, parce que l'enjeu, c'est la préservation de la vérité dans une église qui est obscurcie. Je pose la question. Alors, ce critère-là, chez Le Tourneux, je n'ai pas trouvé dans ce que vous disiez. Il y a juste, j'ai cru à un moment, parce qu'il y a la question de la persécution comme signe d'élection. Et ça, c'est un des éléments de leur doctrine, mais je n'ai pas trouvé ça. Le deuxième élément, donc, alors je vous pose la question, est-ce qu'il y aurait des éléments qui permettraient d'étayer ce premier critère? En revanche, le deuxième critère, moi je suis historien de la théologie et je pense que la théologie janséniste, en tant que telle, je ne dis pas les propositions qui, elles, visent les conséquences hétérodoxes, mais c'est-à-dire la lecture que Jansénus et ses disciples ont faite de manière continue du De Corruptione Gratia d'Augustin, c'est-à-dire la grâce d'Adam et la grâce de Jésus-Christ, qui est la ligne de conduite, peut-elle être une grille de lecture? Et là, en vous lisant, je vois la préface de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Le Tourneux n'a pas fait un poil d'études de théologie. Il s'arrêtait à ses études de philosophie, si j'ai bien compris. Il écrit un livre qui est un livre destiné au grand public. Donc, on a typiquement affaire à un livre qui n'est pas issu d'un milieu de théologiens destiné à des théologiens. Et l'idée couramment admise, c'est que la doctrine janséniste de la grâce, en réalité, ça concerne vaguement Arnaud et ses copains, mais que ce qui caractérise un janséniste, ce n'est pas ça. Je suis allé voir dans la préface parce qu'il était question, vous me disiez, ça commence par le récit de la Genèse. Je me suis dit, tiens donc, dans cet état si saint et si heureux, ils, Adam et Ève, avaient une volonté saine, une liberté parfaite, assistés de toutes les grâces nécessaires pour faire tout le bien que Dieu demandait d'eux et pour mériter la gloire qui devait faire la récompense de leur vertu. Vous retrouvez exprimé dans les termes non techniques la stricte lecture que fait Jansénus de la grâce d'Adam, c'est-à-dire une grâce qui est que Dieu se devait de donner à Adam pour que sa liberté soit complète, erreur du point de vue du Saint-Siège qui avait déjà été condamné chez Baius. Ici, ce sont les grâces nécessaires et donc suffisantes, c'est-à-dire c'est une grâce suffisante par laquelle Adam arrive à un mérite purement humain. Et comme ça foire, parce qu'il y a le péché originel, on va inverser le système et désormais, la grâce divine va être une grâce efficace qui va faire produire dans les saints des mérites purement de grâce. Le fait même que Le Tourneux commence sa vie de Jésus-Christ par une description de la liberté d'Adam, qui est exprimée, alors les termes théologiques sont, on a la grâce nécessaire, mais c'est exactement cette idée-là, ça fait de lui quelqu'un qui adhère à la lecture que Jansénus fait de l'état primitif de l'homme et les conséquences de, enfin, ce qu'on appelle la grâce efficace, ça n'est que la conséquence de ce système initial. Alors, on peut continuer dans la préface, il y a un texte un peu plus long, Le Tourneux passe son temps à 2 fois, il dit Adam et Ève, Dieu leur avait donné un commandement qui leur était facile d'observer. Pourquoi c'était facile? Parce qu'il leur avait donné une liberté parfaite avec les grâces qui étaient à leur disposition, comme dit Saint-Cyran, des grâces qu'ils mettaient en la dépendance de la liberté de l'homme. Donc, pourquoi? Et pour obtenir un mérite, et on comprend un mérite purement humain. Donc, c'est là où je m'aperçois qu'avec un livre qui est un livre grand public, écrit par un théologien qui n'est pas un théologien de profession, et un livre qui s'est répandu, on a, non pas ici la 5e ou la 4e proposition, non pas les trucs abscons de grâce efficace ou de je ne sais pas quoi, mais le cœur même du jansénisme théologique, c'est-à-dire la grâce d'Adam et la grâce de Jésus-Christ. Donc, m'intéressant en fait à ces questions-là, surtout pour une question d'histoire de la théologie, pour moi, c'est une grande découverte, c'est une preuve que, contrairement à ce qu'on dit souvent, la question de la doctrine, la question de la croyance théologique, elle n'est pas secondaire pour le grand public au XVIIe et au XVIIIe siècle.
Je pense que ça n'est pas parce que le dogme n'est répété que dans les bulles qui se répètent les uns les autres, ça n'est pas parce que les textes d'Arnaud sont effroyablement compliqués qu'il n'y a pas une théologie janséniste suffisamment populaire pour pouvoir être intégrée par un non-théologien s'adressant à des non-théologiens. Donc, pour moi, ça a été la cerise sur le gâteau parce que j'ai aimé le livre pour toutes les raisons que vous avez indiquées, mais en plus, ça m'incite, si vous voulez, à pousser dans cette voie-là. Il faut, même dans des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de théologie, on peut trouver, à condition d'avoir un critère clair, net et précis, des éléments, des traces d'une théologie janséniste qui est une théologie pratique. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'histoire de la vie de Jésus-Christ, l'objectif est de pousser à la dévotion. Donc, on a bien un fondement doctrinal à une pratique de dévotion. Et donc, pour cette cerise sur le gâteau, qui pour moi est plus qu'une cerise, on est proche de la pomme d'amour ou de la pastèque, je vous en remercie de surcroît. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des commentaires à faire? Oui, alors, quelques commentaires très rapides. D'abord, sur ce que vous disiez à propos de la réussite de Le Tourneux, effectivement, on peut presque parler de réussite méritocratique. Et c'est quelqu'un qui part de rien et qui s'élève uniquement par ses talents. Et c'est vrai que ce genre de trajectoire n'est pas singulière dans le monde ecclésiastique du XVIIe siècle. On comprend comment la vocation pouvait aussi permettre de s'établir, enfin d'asseoir sa réputation, celle de sa famille. Parce qu'on parle de sa mère, présente comme la mère de Monsieur Le Tourneux, le prédicateur, enfin, c'est tout à fait vrai. Vous parliez de sa formation intellectuelle chez les jésuites. Alors, la façon dont l'épisode est retracé dans ses vies n'est pas très favorable aux jésuites. On a l'impression qu'ils n'ont pas appris grand-chose. Alors, ce qui est certain, ce qui a fait son succès et ce qui fait qu'on peut le lire encore aujourd'hui, c'est qu'indépendamment de ses talents intellectuels, il a ce style qui est un style moderne, on le lit toujours avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Il a une maîtrise de la rhétorique, il a un talent rhétorique qui est absolument considérable, et Anton Arnaud le remarque bien, puisque Anton Arnaud estime que c'est ce qui lui a permis d'obtenir le prix d'éloquence de l'Académie française en 1675. Il revendiquait un style simple, dépouillé, mais en fait, derrière cette simplicité, il y a un art oratoire qui est parfaitement consommé. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas du tout souffert de la persécution de Port-Royal. Alors, il a bénéficié de deux réseaux, les deux meilleurs réseaux qui pouvaient exister à l'époque. Il était protégé par les Letellier, puisqu'il était devenu l'ami du fils du chancelier lors de ses études au collège Louis-le-Grand. Donc, il était émis à la fois avec le chancelier, avec ses fils, et la famille Letellier avait, si ce n'est une admiration pour Port-Royal, il y avait des éléments au sein de Port-Royal qui lui convenaient parfaitement. Et il était aussi protégé par les Colbert, par l'intermédiaire de Roland Levailly de Boutigny. Donc, il jouait vraiment sur les deux tableaux. Lorsque Colbert-Seignelay est obligé d'enquêter, Colbert-Seignelay, secrétaire d'État à la Maison du Roi, qui est chargé d'enquêter sur tout ce qui se fait en France, à l'époque où il exerce cette fonction. Lorsqu'il demande à Levailly de Boutigny de prévenir son ami qu'il y a une enquête sur lui et qu'on voudrait regarder dans des coffres où il a laissé des livres, il explique dans sa lettre qu'il est heureux, il regrette d'exécuter les ordres du roi. Donc ça va quand même, ça va très loin. Donc il n'a pas souffert de la persécution, il s'est simplement éloigné de Paris après 1682 parce qu'il a été compromis dans le trafic de livres clandestins, dans la filière de livres clandestins démantelés à Rouen. Alors il a toujours protesté de son innocence, il a toujours affirmé qu'il n'avait rien fait,
En fait, il a certainement trempé dans cette histoire. Mais donc il s'est éloigné, il a rejoint son prieuré, ce qui finalement l'arrangeait bien parce que c'est une période de sa vie où il a besoin de prendre du recul, il commence à devenir célèbre et on le visite, donc ça le fatigue. Et donc, il est très content de pouvoir s'éloigner de Paris pour travailler un peu plus tranquillement. En même temps, une fois qu'il a à sur faire, il n'a qu'une envie, c'est de revenir à Paris. Mais bon, c'est autre chose. Donc, il a eu cette petite persécution, et puis il a aussi perdu une pension que le roi lui avait accordée du fait de ce soupçon d'avoir trempé dans cette filière clandestine. Bon, mais là, je n'ai pas trouvé tous les éléments permettant de savoir ce qu'il en est réellement. Alors, à propos de son ascendant sur les moniales de Port-Royal, c'est vrai qu'il a exercé, là encore, probablement grâce à son charisme, il a exercé une forte influence à Port-Royal. Il a été apprécié, on l'a demandé. Alors, il n'était pas tout le temps présent, mais il a aussi beaucoup dirigé par sa correspondance. Alors, il a beaucoup écrit de lettres de direction spirituelle et les religieuses l'ont beaucoup regretté. Alors, à propos de son jansénisme, j'avoue que j'ai commencé le livre en essayant de douter de tout. Et je me suis demandé s'il était ou non janséniste. Lorsque ces livres font l'objet de réprobation, bon, l'année chrétienne est suspendue par l'archevêque de Paris en mars 1686. Et puis après sa mort, en 1688, il y a l'affaire du Bréviaire. Le Bréviaire est condamné par l'official de Paris en avril 1688. Donc, à ce moment-là, beaucoup de gens prennent sa défense en disant qu'il est parfaitement orthodoxe, il n'y a rien dans ses traductions qui permet de soupçonner une adhésion au jansénisme. Je me suis dit, donc pourquoi pas, effectivement, peut-être que c'est une victime innocente. Et en fait, non, j'ai été persuadé qu'il était authentiquement proche de Port-Royal. Et alors, je regrette de ne pas avoir bénéficié de votre éclairage sur la jeunesse, parce que c'est vrai qu'il distille comme ça dans ses ouvrages des éléments de sa doctrine. Alors, en revanche, c'est vrai que l'élément apocalyptique, je ne l'ai pas trouvé sous sa plume. Sur la question de la persécution, c'est vrai qu'il se réjouit d'être persécuté après 1682. Alors, il n'est pas vraiment persécuté. Beaucoup de jansénistes auraient rêvé d'être persécutés comme lui. Mais enfin, il parle dans ses lettres à Levaillet-Boutigny, il parle de sa persécution. Il ne comprend pas pourquoi lui, qui était bien en cours, a cessé d'être bien en cours. Et il le dit, mais c'est bon, je me réjouis d'être persécuté. Enfin, il le ressent effectivement comme un signe d'élection, certainement. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup. Je pense qu'il doit y avoir des questions dans la salle. Oui, je vous en prie. Moi, j'avais une question sur son nom de choix à Rouen. Est-ce qu'il y a des procédures par rencontrer les pour la bénéfice, parce que dans un certain nombre de diocèses, c'est le cas, par exemple à Strasbourg, où l'ordinaire avait le droit de regarder, d'enquêter sur les dimensions laïques, et ça empêchait un certain nombre de candidats d'être promus. Si, comme vous l'avez montré l'un et l'autre, il y a vraiment pensionniste, peut-être que Arlène Chambalon, en ayant fait cette enquête, il y a peut-être évité de confier une cure ou un privé. Oui, effectivement. Alors, je n'ai pas trouvé d'enquête de cet ordre, mais c'est probable. Alors, il manque aussi d'appui. Il n'est pas gradué. Et je pense que dans ce genre d'affaires, un gradué devait l'emporter sur un clerc non gradué. Et puis, il n'a pas d'autre soutien
que ce seigneur de Tilly, qui est proche de la paroisse de Sainte-Élienne des Tonneliers, mis à part lui, mis à part peut-être la famille Thomas Dufossé, il n'a pas de véritables appuis, il ne peut pas compter sur sa famille pour l'aider, donc je pense que ce sont des éléments qui ont nui à sa cause. Le personnage est absolument passionnant, et ce qui m'a aussi frappé dans ce que vous avez dit, c'est qu'il est proche de Jean Loal, qui est un de ceux qui a rédigé les Exarques, et qui va contribuer à faire le lien entre le jansénisme chrétien et le jansénisme chrétien. Oui, alors Jean Loy a été fasciné par Le Tourneux, mais au début, il ne voulait pas le voir. Donc Jean Loy a été dirigé vers Le Tourneux par son maître, hein, le principal du collège de Mayenne, Louis Anjubot. Et en fait, Louis Anjubot n'a jamais rencontré Le Tourneux, mais ils ont eu un échange de lettres, un échange de correspondance. Et Anjubot était fasciné par Le Tourneux, était fasciné par ses livres. Et donc, il a choisi parmi ses élèves des sujets un peu exceptionnels qui, pour lui, étaient susceptibles d'aller servir le maître. Il envoie donc Loy auprès de Le Tourneux. Il a dit c'est un grand personnage. Il lui a montré ses livres. Et en cours de route, Loy découvre, enfin, il apprend que Le Tourneux est janséniste. Et là, il est horrifié. Il est horrifié, il ne veut plus aller le voir. Et donc, il revient vers son maître, et Louis Anjubot lui explique que non, pas du tout, c'est quelqu'un qui est bien. Et donc, c'est amusant de voir que ce jeune homme, hein, très, très enthousiaste, mais pas très bien informé, a pu changer du tout au tout, hein, sur ces questions. Et donc, quand il arrive auprès de Le Tourneux, effectivement, il n'est probablement pas janséniste, et il devient encore ensuite une figure marquante de Port-Royal. Il a eu ensuite un commerce de lettres avec Pierre de Langle. Enfin, donc il devient quelqu'un qui a compté pour Port-Royal. Mais avant de connaître Le Tourneux, semble-t-il, il était assez éloigné de la doctrine et de la connaissance de Port-Royal. D'autres questions? Moi, j'en aurais une sur, tu évoques assez peu la question du gallicanisme, qui est très associé au jansénisme. Visiblement, Le Tourneux, c'est pas quelque chose qui le travaille, hein, les libertés de l'Église gallicane. Non, effectivement, je ne le vois pas écrire sur ces questions. Oui, c'est pas du tout présent, alors que c'est quand même un des grands thèmes Oui. de la. Alors, n'étant pas théologien, est-ce qu'il ne se sentait pas compétent pour s'exprimer sur ces sujets? C'est possible. Mais l'attachement à la liturgie gallicane, pour le coup. Alors, en revanche, voilà. Oui. Ça peut être une forme de préservation de rite français face aux rites romains. Tout à fait. Oui, surtout qu'on est dans la période de grande conquête du rite romain dans l'Église de France. C'est la seconde moitié du XVIIe siècle. Le fait de traduire en français, c'est aussi s'opposer à une demande de référendum à l'époque de Rome. Ce qui entraîne d'ailleurs la suspension de l'année chrétienne, très certainement. 1686, c'est probablement une demande de Rome qui a été relayée par l'archevêque de Paris, puisque jusque-là, Arlette Chamballon ne s'était jamais plaint de Pourtant, Arlette Chamballon avait des relations houleuses avec Rome, mais... Oui, mais c'est un prélat très, très politique. Hein. Un prélat dont les engagements successifs sont assez divers, proche du roi. Impressionnante. Ouais. Oui. Ma question est, est-ce que le genre de l'année chrétienne est très demandé ou pas? Parce qu'il y a un bon pionnier dans ce que moi, j'ai pensé tout de suite à quelque chose de plus tardif et de bloquant, c'est l'année du Christ de vous remplir. Oui. Alexandre Noir, en fait, c'est développement de consoeurs digitales.
Alors, l'année chrétienne, je ne sais pas s'il y a des précédents en France, je ne suis pas certain. Il y a eu ensuite des imitations. Il y a eu d'un jésuite au XVIIIe siècle, Henri Griffet, l'année du chrétien, qui est une sorte de réponse à Le Tourneux. Mais cette volonté de traduire toute la liturgie et de l'expliquer, non, c'est assez unique. C'est assez unique et c'est vrai que c'est vraiment c'est peut-être l'aspect dominant chez lui, cette volonté de traduire pour mettre l'écriture et la liturgie à la portée des fidèles. Il a dirigé beaucoup de femmes qui n'avaient pas fait d'études de théologie, bien évidemment, qui avaient parfois des difficultés pour comprendre le latin. Et donc, il était très conscient de ce problème. Il avait vécu aussi à Rouen, dans une paroisse Saint-Vivien, où il y avait des présences de protestants et est attestée. Donc, il avait peut-être une conscience personnelle très forte de cette nécessité de traduire la liturgie pour que les fidèles comprennent réellement quelles sont les exigences de l'Église à leur égard. Mais non, je pense que l'année chrétienne, c'est vraiment quelque chose d'innovant en son temps et qui était repris par la suite. Et intéressant de poser ce qui est dit en fait de fait médical et notre contemporain, c'est dit par l'activité de main, etc. Il y a eu des traductions antérieures du missel. Il y a eu des traductions de certains offices, mais une traduction aussi complète et puis surtout avec ses explications. Je pense que c'est assez unique. Oui, monsieur. Est-ce qu'on avait une idée à l'époque de ce que pouvait être l'adhésion au gallicalisme? Est-ce que ça avait un impact fort les Français sont gallicans, enfin, sont majoritairement gallicans, sont naturellement gallicans. Le clergé français est gallican, oui, le pape est une figure assez distante. Et puis Le Tourneux écrit à une époque d'un conflit très, très fort entre la papauté et le roi. C'est l'époque de l'affaire de la Régale entre 1676 et 1689. Donc, rien ne pousse à avoir des sentiments romains au cours de cette période. Et même les jésuites, d'ailleurs, même les confesseurs du roi sont obligés de prendre en compte ce contexte qui n'est pas en faveur de leur cause. Mais c'est un gallicanisme qui n'est pas exactement celui qu'on connaît au 19e et début du 20e. C'est la défense des libertés gallicanes. Oui. Ce n'est pas exactement le corpus doctrinal du 19e et notamment après Vatican. Ça va il faut se méfier des titres. Oui. Gallicanisme se retrouve en réalité assez bizarre. C'est les quatre. Je pense que le critère le plus simple, c'est d'avoir beaucoup de 4 articles publiés par dessus la Sommité de France, où tout le gallicanisme de cette époque-là est résumé. D'autres questions? Oui, monsieur. Il n'y a que 3 questions. Ah, bah, allez-y. Il y en a une qui est facile. Donc, Le Tourneux meurt assez jeune. Oui. Sait-on de quoi et comment? Ça, c'est la première question. La deuxième question porte sur son histoire de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suppose que c'est un genre assez répandu. En quoi son ouvrage se distingue-t-il, pourtant qu'il distingue d'autres ouvrages analogues? Et puis, une troisième question, est-ce que l'on peut imaginer, conjecturer disons, ce que Bisset espérait encore Nicolas Le Tourneux au moment où sa carrière s'est interrompue? Bien, que pouvait-il espérer que Bisset? J'ai déjà oublié la première question. De quoi est-il mort? Alors, il meurt.
Il est frappé d'une crise d'apoplexie, 28 novembre 1686. Le problème, c'est que le terme apoplexie, médicalement, n'est pas satisfaisant. Ça peut désigner plusieurs choses. Il est surpris par un domestique qui entre dans sa chambre. Donc, il se trouve à Paris. Il est logé dans l'hôtel des Ursins. La veille, il a eu une rencontre avec l'archevêque Harlet de Champvallon. Alors, on ne sait pas si elle a été heureuse ou houleuse. Si elle a été houleuse, peut-être qu'il a fait une attaque, peut-être que c'est un AVC, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est surpris, il est dans un état d'hébétude à 7 heures du matin. Il ne veut pas s'exprimer, donc il ne sera pas confessé. Et il meurt en début d'après-midi. Il n'y avait pas de signe avant-coureur, tout le monde est très surpris. Pierre Thomas du Fossé est absent de Paris. Lorsqu'il apprend la mort de Le Tourneux, il n'y croit pas. Il n'y avait pas de signe avant-coureur, il n'était pas spécialement malade. Donc voilà, peut-être donc quelque chose de brutal, un AVC, probablement. L'histoire de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, il y a beaucoup de... Effectivement, moi, j'ai fait une petite enquête, donc j'ai recherché les vies en français et en latin, et j'ai trouvé une centaine de titres différents hein, pour 16e, 17e, 18e siècle. Et celle de Le Tourneux, alors qu'est-ce qui la caractérise? Donc c'est un récit assez ramassé, qui doit faire moins de 400 pages. C'est très littéral, c'est très proche de l'écriture. Il n'est pas du tout dans la métaphore, dans l'allégorie, il reste près du texte et il essaye d'expliquer simplement l'écriture à des gens qui savent lire. Déjà, il s'adresse quand même à une petite portion de la population, mais il essaye de réfuter des récits qui circulent dans les campagnes, qui sont les récits de la Bibliothèque bleue et qui répandent beaucoup de fausseté sur Jésus. Alors, ce sont des vies qui sont imprégnées de récits apocryphes, enfin voilà, c'est d'éléments qui ont été tirés des mystères médiévaux ou des questions de la vengeance de Jésus qui s'abat sur Jérusalem en 79, ou des questions du procès de Pilate. Enfin, vous voyez, voilà, il s'agit de réfuter ces ouvrages assez mal informés. Même dans la vie de Jésus par Ribadeneira, qui ouvre le Flos Sanctorum, on trouve par exemple la lettre que Jésus aurait écrite au roi Abgar. Alors, vous voyez, il y a quand même des choses à prendre et à laisser hein, dans cette littérature christique du XVIIe siècle. Donc lui est très sobre, très précis, très méticuleux, et il a ce style hein, très pur. Il met au service de son récit. Compilation raisonnable, donc. Voilà, exactement. Ah, c'est vraiment une concorde paraphrasée, mais on reste proche des évangiles. Et puis, quand il meurt, il pouvait espérer beaucoup. Quand il meurt, on a l'impression que sa carrière va rebondir. Il est probable qu'il se soit rapproché de Harlet de Champvallon. Hein, il y a des allusions dans des lettres par exemple dans la lettre de la mère Agnès de Sainte-Thècle hein, que j'évoquais tout à l'heure, où il dit on pense qu'il va revenir à Paris. Hein, il va quitter son prieuré de Villers-sur-Fer. Il y a le contexte très favorable de la révocation. Hein, la révocation ne se passe pas très bien. Alors certes, il y a eu des abjurations, mais ce sont des abjurations de façade. On a besoin de controversistes qui ont le talent de Le Tourneux pour participer donc à la catholicisation des anciens huguenots. Le dernier livre qu'il fait paraître, hein, ce sont des lettres de controverse. Donc il y a plutôt des éléments favorables. D'ailleurs, dans ces lettres de controverse qu'il adresse à trois destinataires protestants, il y a chez lui, c'est assez surprenant, une espèce d'estime de soi lorsqu'il s'adresse à ses correspondants et leur dit « mais vous avez peut-être entendu parler de moi » ou voilà.
alors, on sent qu'il est en train de rebondir. Et puis, sa mort brutale va évidemment interrompre cette trajectoire. Merci. Je vous en prie. J'aurais une question. On a évoqué la maison d'en face, que je ne vais pas mentionner, mais ici, quels sont les rapports de Le Tourneux avec la faculté de théologie de Paris? Est-ce qu'il y en a d'abord? Alors, il n'est pas gradué, tu l'as dit. non, il n'est pas gradué. Il a forcément des relations avec ses approbateurs. Donc, quand on regarde les approbateurs de ses différents ouvrages, on retrouve à peu près les mêmes personnes. Il a de très bons rapports avec, par exemple, Nicolas Coquelin. Il a aussi des protecteurs hein, au sein de la Sorbonne. Après, je n'ai pas trouvé d'échange de correspondance, je n'ai pas trouvé d'éléments plus décisifs hein, sur cette question. Il a aussi le réseau qu'il s'est constitué en intégrant la commission du Bréviaire, puisqu'il était nommé à la commission du Bréviaire de Paris, donc, qui avait été créée par Ardoine Péréfix et qui est continué par Harley de Champvallon. Donc là, il se fait des amitiés solides parmi les docteurs parisiens. Oui. Moi, j'aurais une question pour Simon. Car vous avez parlé tout à l'heure du jansénisme populaire, en tout cas de l'attachement populaire. Ça, on peut percevoir à cause de la diffusion des œuvres de Nicolas Le Tourneux. Est-ce qu'il y a d'autres éléments possibles? Je ne sais pas. Il y a d'autres éléments qui permettent de montrer cette attachement à la doctrine. C'est un attachement à la doctrine. Je veux juste préciser, c'est-à-dire que on peut tout à fait avoir, si Pascal écrit les provinciales, mesdames, excusez-moi, mais pour les femmes et les vallées, et donc, les premières provinciales ont proposé d'expliquer pourquoi Arnaud était viré de cette noble maison, donc d'expliquer les questions théologiques, c'est quand même qu'il y avait au XVIIe siècle une capacité de l'homme de la rue, on va dire, quand même à comprendre ces questions grâce, même si ça leur a été expliqué correctement. Déjà, et le succès populaire de provinciales, ce n'est pas seulement, pour nous, c'est le succès de la lutte contre la politique laxiste, et c'est pas cartonné à la Troisième République, mais le succès est immédiat sur les deux premières lettres, qui sont des lettres de nature théologique. Donc ça contredit l'idée selon laquelle, en gros, la question doctrinale est enfermée dans un cercle de théologiens. Maintenant, je ne dis pas que tout le monde était capable d'exprimer une doctrine théologique. C'est l'idée que j'ai, c'est qu'en gros, vous avez une sorte d'idée reçue, à partir duquel on construit une certaine idée de Dieu, de soi-même, de la prière. Je ne dis pas que c'est quelque chose de forcément théorisé. Donc, c'est pas quelque chose d'évident à faire apparaître parce que, hors des débats théologiques, mais là, on a un élément, voilà. Donc, je ne dis pas qu'en gros, le palais du duc de Saint-Simon était au fait de débats théologiques, mais il avait peut-être reçu dans la manière dont tu lui as présenté tout simplement l'histoire sainte, des éléments. Voilà. Moi, je suis très attaché au fait que les questions de doctrine au sens, elles immergent un peu concernant les pratiques. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec l'idée qu'on fait des jansénistes, il y a des jansénistes populaires, des jansénistes intellectuels. Pour moi, ça ne tient pas totalement la route. L'autre chose, c'est que si des gens qui n'étaient pas des théologiens de profession ont risqué leur salut éternel, plus important que leur salut éternel sur ces questions-là, c'est que ce n'était pas seulement des questions intellectuellement importantes et je ne sais pas quoi, c'est tout simplement aussi pour eux, c'était l'existence même de l'Église et leur insertion dans leur insertion dans l'Église. Moi, je pense qu'il y a deux ecclésiologies qui s'affrontent. Une ecclésiologie courante, qui est une ecclésiologie, en gros, c'est des larmes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est une société parfaite sous les ordres du pape et les critères objectifs, c'est vous restez le credo, vous recevez les sacrements et vous obéissez, voilà. C'est ce qui est l'ecclésiologie. Et puis l'ecclésiologie d'inspiration paulinienne du corps du Christ, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Église divine, c'est le camp de l'envers, il y a le corps du Christ, qui est un tout petit corps opprimé par le corps de l'Antéchrist. Et tout le problème, c'est dans quel membre, par l'enterrement religieux de corps royal qui signe, qui ne pas, le critère, c'est vraiment un critère naturel physiologique. Donc je pense que se rajoute au fait que nous sommes tous, nos pratiques sont toutes, dépendent en partie des idées courantes qu'on a reçues lors de nos éducations, etc. Mais c'est aussi le fait que je pense que le mouvement janséniste de ses origines, jusqu'à certains, ces dernières manifestations
unique, en tout cas en 1922 avec les gaziers, c'est un mouvement qui est fondé sur une conception théologique, et notamment le fait que Dieu se choisit à l'intérieur de l'église visible, hors de laquelle il ne faut pas sortir, parce que c'est bien dans l'église visible qui est la vérité, mais toutes les personnes qui sont dans l'église visible, la plupart sont obscurcies. Et donc Dieu suscite des défenseurs qui vont être opprimés, une vocation martyre, pour pouvoir maintenir la perpétuité de la foi jusqu'à la fin des temps, pour retrouver Christ et à la victoire finale. Quand vous avez ça comme idée, vous avez beau être installé 50, ça vous donne une mission ecclésiale du feu de Dieu. Ça explique aussi le fait que l'enseignement, c'est un mouvement hyper féminin, parce que ça écrase totalement la question de la hiérarchie ecclésiastique. Il y a des résultats pour elle qui disent religieuses, nous écrivons des petits bouquins, elle souffre de ça, elle les place au-dessus. Donc je pense que l'enseignement populaire, on ne peut pas le comprendre sans comprendre cette ecclésiologie, ce sentiment, en gros, quand on est choisi, peut-être que Dieu abandonnera ce qu'il a choisi, mais on est choisi pour se faire objectivement pour la vérité, afin de maintenir la vérité dans l'Église, qui est de plus en plus efficace quand on s'approche de la fin. Et donc, vous voyez, ces deux éléments font que, pour moi, on ne peut pas déconnecter les questions de théologie de la grâce et les questions théologiques du jansénisme populaire. La difficulté, c'est que avoir des éléments tangibles, tels que celui que j'espère avoir trouvé chez les tournées, c'est difficile parce qu'il faut expliquer un minimum ces intentions. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais si c'était purement une question intellectuelle, le peuple ne se serait pas battu pour les vérités de la grâce. C'est intéressant parce qu'en fait, on voit après les formations au 19e, alors, tous les travaux de Jean-Pierre Chantin, le jansénisme du 19e siècle, il est apocalyptique, il est millénariste à partir du 18e siècle, mais le 19e, il annonce la fin des temps, et puis ils ont gagné. Le dernier auteur janséniste et historien du mouvement, le bouquin sur l'histoire du jansénisme se termine en disant les jansénistes ne quitteront jamais l'Église, dans le paraphrase, ils n'ont qu'à prier, souffrir jusqu'à la victoire finale, parce que les temps de l'éclaircissement sont des temps provisoires, la victoire des temps. Il résume exactement la théorie qui est formulée par Jansénus, et surtout Saint-Cyran au début du XVIIe, et qui est un peu rigide. Voilà. Donc, vous voyez, je pense que sans nier la complexité du jansénisme, c'est un mouvement théologique, ecclésiologique et politique, sans nier les changements évidents qu'il y a, les ruptures sociales, sociologiques, etc., on a quand même des fils rouges qui pourraient, là c'est ce que j'essaie de faire, servir de critères pour essayer de mieux le cerner. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai juste une petite question, peut-être pour comprendre, parce que je sais que Port-Royal, notamment Arnaud, avait tendance à envoyer des dossiers à ses rédacteurs, ça circulait énormément, et je me suis demandé, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller voir si l'histoire de la vie du Seigneur Jésus-Christ, on a un élément de comparaison qui est la vie de Pascal, qui est de la vie du Christ, qui lui-même est dépendant des Papotus et Jansénus. Alors là, pas du tout pour chercher de la doctrine. À l'époque où Jansénus écrit Papotus, les cours de doctrine sont secrets, donc c'est de la pure question idéologique. Mais ça pourrait peut-être essayer de voir si on a un auteur qui puise ses sources ailleurs et qui est reconnu comme Port-Royal, ou s'il y a un lien peut-être plus fort avec une circulation de matériaux à partir duquel construire cette histoire. Alors, de mon souvenir, la vie de Pascal est plus mystique que celle de Le Tourneux. Le Tourneux veut vraiment être très, très sobre, très simple dans son approche du texte. Et donc, je ne pense pas qu'il ait subi une influence de Pascal. Et donc, mais peut-être Pascal directement, ça serait étonnant parce qu'il n'a pas publié ce truc. Oui. Je pensais plus de circulation dans le milieu port-royaliste, des écrits exégétiques de Jansénus, et notamment, je crois qu'il me semble que Jansénus a fait une concorde des évangiles synoptiques, oui. et il utilise Pascal. Je n'ai pas trouvé le mot de Jansénus dans les papiers de Le Tourneux. Mais d'abord, je n'ai pas tout regardé. Et puis,
Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utilisé par ailleurs. Donc, mais je n'ai pas d'éléments concrets sur le sujet. Oui, j'enseigne, c'était pas très facile à lire. Quand on essaie de se plonger dans le stylus, on s'endort vite. Mais le cours, les cours, le fait de pratiquer ces cours à l'université de Louvain, c'est extrêmement sobre. Et il y a surtout, il y a zéro, c'est à l'époque où Camus fait totalement, c'est pas du tout le latin terrifiant de l'université. Ah oui, ça. Y a-t-il d'autres questions? Écoutez, il me reste alors à remercier nos deux intervenants parce que vraiment, je crois qu'on a appris beaucoup de choses grâce à eux. Et puis, acheter. Et il faut féliciter d'ailleurs Honoré Champion qui a fait un très beau travail. Et ce n'est pas toujours le cas des éditeurs scientifiques. Donc, Merci. Voilà, merci beaucoup.